Reprise de l'audience. Vous pouvez vous asseoir. L'identification des partis qui n'étaient pas là ce matin. Bonjour, Monsieur le commissaire Alexandre Thériault-Marois pour la commission. Bonjour, Monsieur le commissaire. Bonjour tout le monde. Audrey Gagnon de chez Langlois Avocats pour la Société. Bon après-midi. Bonjour, Monsieur le commissaire. Pierre-Luc Beauchesne de Bernard Roy, Justice Québec pour le procureur général du Québec. Bon matin. Bon après-midi plutôt. Bon matin. Alors, bienvenue. On va vous assermenter. Bonjour. Vous affirmez solennellement de dire la vérité et toute la vérité. Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Vos noms et occupations. Jude Martineau, administrateur de société. Merci. Votre témoin. Merci. Bonjour, Monsieur Martineau. Alors, tel que mentionné, mon nom est Alexandre Thériault-Marois et je vais vous poser certaines questions quant à votre rôle d'administrateur pour la société et plus particulièrement en relation avec le projet CASA. Mais pour commencer, M. Martineau, je vous demanderais de vous présenter, alors de nous faire état brièvement, dans un premier temps, de votre formation académique. Oui, écoutez, gradué de la faculté d'administration à l'Université Laval, option comptabilité. Et j'ai reçu mon titre à l'époque, c'était comptable agréé en 1975 après une année de stage. En 1996, j'ai fait une formation pour exécutif et cadre supérieur à HBS, à Harvard Business School, pendant 10 semaines. Et j'ai aussi suivi le cours, la formation pour les administrateurs de société que j'ai obtenu en 2008. Très bien. Vous faites mention que vous étiez membre de l'Ordre. Est-ce que vous l'êtes toujours à ce jour? Oui. Vous avez fait quoi par la suite sur le plan professionnel, M. Martineau? J'ai commencé mon travail en vérification publique chez la firme, à l'époque, c'était Fortier Witt Ross. Donc, à l'époque, le stage était d'1 an avant d'obtenir, en fin de compte, le titre de comptable agréé. J'ai été 2 ans en vérification publique. Et après ça, je suis allé travailler dans des entreprises de détail manufacturières, dont Culinard, Groupe Pâtisserie, Confiserie, excusez-moi. Donc, les gâteaux Vachon, gâteaux Stuart. Après ça, je suis allé travailler dans une industrie de portes et fenêtres, les industries uniques. Mon mandat était d'amener l'entreprise sur le marché public. C'était l'époque effervescente des REA. Et si je peux vous arrêter ici, oui. Justement, là, vous avez parlé, vous faites mention que vous avez fait de la vérification publique. Vous faites référence au secteur public ou vous faites référence aux appels publics à l'épargne? Vérification, en fin de compte, d'entreprises privées. Qui sont cotées en bourse? Non. Aucune là, qui était cotée en bourse dans celle que j'ai faite. Il faut dire, j'étais 2 ans, donc pas eu le temps d'en faire beaucoup. Juste assez pour qu'un client me demande d'aller travailler chez lui. Okay. Mais donc, quand vous faites de la vérification publique au début de votre carrière, ça fait référence à quoi? Bon, en fin de compte, l'audition des états financiers de fin d'année en fonction d'émettre un rapport sur l'exactitude des états financiers. Très bien. Alors, je vous ai interrompu pendant que vous étiez en train de nous détailler là, votre expérience professionnelle. Ben, c'est ça. J'étais à l'entreprise de portes et fenêtres. Mon mandat était d'amener l'entreprise comme société publique, aller sur le marché des actions, selon le programme REA. Et le lundi matin, où on devait partir pour aller faire le roadshow chez les courtiers, on nous a appelés pour dire qu'il y avait un crash à la bourse, celui d'octobre 87. Donc, on est resté avec des caisses de prospectus. Et on a, en fin de compte, on a vendu l'entreprise à une société une autre société de portes et fenêtres qui, elle, avait réussi à aller sur le marché public dans le courant de l'été. Après ça, je me suis joint à Desjardins, donc le groupe Desjardins Assurance de dommages. Ma première fonction était d'être responsable des services des réclamations. 2-3 ans après, on m'a, en fin de compte, confié aussi le département des finances et des ressources humaines. Et 6 ans après mon arrivée, j'ai été nommé président et chef de la direction.
C'était une société, en fin de compte, par action, là, qui était indépendante du réseau des caisses, qui relevait d'une société, la Société financière des Jardins. Donc, j'étais là de 88 à 2008. Et j'ai quitté. Et après ça, je me suis concentré sur des conseils d'administration, être président des conseils d'administration. Bon, alors justement, je comprends donc qu'avant votre nomination au conseil d'administration de la société, vous aviez de l'expérience en matière de... Vous aviez déjà siégé sur des conseils d'administration. Effectivement, j'avais siégé et je siégeais encore sur des conseils d'administration. Et ça a été le cas également après votre départ, on y reviendra, mais après votre départ comme administrateur de la société? Oui. D'ailleurs, si j'ai quitté la société, j'avais eu un mandat de 4 ans au départ et la présidente m'avait dit qu'elle recommanderait un renouvellement pour un autre 4 ans. Mais comme j'étais dans une société, la SSQ, pas la nommer, et qu'il y avait des pourparlers de fusion avec la capitale pour créer Beneva, et avec d'autres conseils que j'avais, pour moi, là, ça devenait beaucoup trop lourd. Il faut penser qu'à la SAAC, là, c'était entre 28 et 32 réunions par année. Donc, je ne pouvais pas informer la présidente, étant donné que c'était un dossier confidentiel, cette fusion-là. Oui. Je lui avais dit qu'avec les obligations qui devaient arriver, j'avais plus le temps de siéger à la Société d'assurance automobile. Maintenant, la présidente m'a fait part qu'elle n'avait pas de relève pour prendre la présidence du comité de vérification. Il m'avait demandé si je pouvais demeurer 1 an supplémentaire pour lui permettre de trouver quelqu'un et pour prendre ma place. J'ai accepté. On a renouvelé mon mandat pour 1 an, mais dans les faits, je suis resté à peu près 16 mois supplémentaires après l'avoir avisé, là. On parle de quelle présidente du conseil d'administration à ce moment-là? Quelle présidence du conseil? Avec qui avez-vous ces discussions quant au renouvellement? Excusez-moi, avec Mme Telfer. Parfait. Comment, M. Martineau, évaluez-vous vos compétences en matière de technologie de l'information? Et là, je vous demande de faire les distinctions, le cas échéant, entre vos compétences en matière de gestion de projet TI et vos compétences en matière davantage là, de façon technique. Mon expérience en TI est beaucoup plus du côté affaires. Je vais vous donner un exemple dans le cas de Culinard. Quand je suis arrivé chez Culinard, il y avait un projet pour informatiser, pour rendre disponible aux vendeurs-livreurs des petits ordinateurs pour, en fin de compte, lorsqu'ils allaient faire la livraison, être capable d'imprimer la facture, avoir le nombre de boîtes de gâteaux qui devaient, en fin de compte, commander pour le lendemain ou le surlendemain. Donc, moi, j'étais le représentant du secteur des finances sur, en fin de compte, le groupe de projet. Il y avait des gens de finances, il y avait des gens des ventes, il y avait des gens des approvisionnements. Et à la fin, il y avait aussi des gens des ressources humaines pour la formation des vendeurs-livreurs, parce que pour une grande majorité des vendeurs-livreurs, ils étaient assez âgés et des ordinateurs, ils n'étaient pas habitués avec ça. Et fait cocasse. Quand je suis allé à HBS, à un moment donné, on a eu une étude de cas où c'était, en fin de compte, Frito-Lay. Exactement dans les mêmes années. D'ailleurs, nos vendeurs-livreurs nous le disaient. Ils se taquinaient un et l'autre, le représentant de Frito-Lay, le représentant de Vachon, pour savoir qui aurait le premier son ordinateur pour faire les livraisons. Et dans l'étude de cas, c'était l'échec de Frito-Lay à implanter leur micro-ordinateur. C'est un aparté juste pour vous montrer qu'il n'y a pas juste des sociétés gouvernementales ou des sociétés québécoises
qui peuvent avoir des échecs majeurs. Là, on parle de Frito-Lay, là, c'est une multinationale. Ils avaient été obligés d'arrêter le projet et ils l'ont probablement repris parce qu'aujourd'hui, tout le monde a ça. Donc, c'est dans ce sens-là, c'était surtout côté affaires. Et naturellement, chez Desjardins, le groupe Desjardins Assurance Générale, en 2000, on a fait l'acquisition des sociétés d'assurance de dommages de la CIBC. Et il a fallu faire, au niveau de l'intégration, il a fallu, en fin de compte, modifier les systèmes de l'entreprise qu'on avait acquise. C'était pas moi qui s'occupais de ça, mais c'est sûr que j'avais des discussions avec les responsables de l'intégration, les responsables des TI. Dans la société, dans le groupe Desjardins, on avait, en fin de compte, une base de données qui était IDMS. Et déjà en 2000, Computer Associates nous disait, vous savez, IDMS, là, on sera peut-être plus capable de supporter avec le langage que vous avez, parce que c'était du COBOL, si je ne me trompe pas. Et les spécialistes de COBOL étaient tous près de la retraite. Et les jeunes, il n'y a pas personne qui s'intéresse au COBOL. Donc, en 2005, on a fait le changement au niveau de la base de données en allant avec Oracle. Donc, une base de données. Et on avait des contacts avec la SAC à l'époque. Le responsable des technologies de l'information était venu rencontrer notre responsable chez nous pour discuter justement de l'expérience du transfert des bases de données parce que la SAC était aussi avec IDMS et en langage COBOL. Donc, dès 2005, là, déjà, ils pensaient, en fin de compte, modifier leur base de données. Et pour une compagnie d'assurance, parce que les principaux utilisateurs des DMS, c'était les compagnies d'assurance, les banques et les institutions financières, parce que c'était la base de données qui pouvait contenir des millions et des millions de données. C'était sur mainframe. Mais la grande majorité avait déjà changé le base de données. Donc, c'est l'expérience que j'avais. Donc, vous aviez une certaine expérience en gestion des projets TI, sans être capable de faire de la programmation vous-même, là? Vous aviez une certaine expérience en gestion. Oui, oui. Bon. Comment pourriez-vous nous dire, là, dans quel contexte, comment vous êtes devenu administrateur de la société? Qui a appelé qui? Comment ça s'est passé? J'étais en vacances en Floride pour un voyage de golf quand j'ai reçu un mail avec en copie un formulaire à compléter si je voulais être administrateur de la SAC. J'ai été surpris parce que je ne savais pas de qui ça venait. Et j'ai complété au stylo. Si vous avez le formulaire, en fin de compte, d'application pour être administrateur à la SAC, vous allez voir que ça a été complété au stylo. Le lendemain, j'ai expédié ça, demandé à l'hôtel d'envoyer un fax. Et j'ai reçu un appel, ça c'est probablement septembre-octobre 2013. J'ai reçu un appel au début de l'année 2014 me disant que j'avais été sélectionné pour être administrateur au niveau de la SAC. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé, là, je me rappelle vraiment plus qui, pour me dire qu'en fin de compte, on voulait me nommer président du comité de vérification de la SAC à mon arrivée. OK. Juste, je vous arrête un instant. Oui. Donc, si je vous suggère que votre premier conseil d'administration auquel vous avez siégé pour la société, c'est le 27 février 2014. C'est à peu près dans ces eaux-là, oui. Parfait. Et là, juste avant d'aller sur le comité de vérification, au moment où vous entrez en fonction, qui est le président du CA à ce moment-là? Monsieur Guy Morneau. Monsieur Guy Morneau. Oui. Parfait. Donc, les discussions que vous avez eues par la suite, vous nous disiez tout à l'heure que vous avez des discussions avec Mme Telfer relativement à la prolongation d'1 an de votre mandat. Oui. Donc ça, vous allez les avoir par la suite, une fois que Mme Telfer remplace M. Morneau. Oui, exactement. Donc, vous étiez à nous dire là, comment vous êtes non seulement, vous avez été nommé membre du conseil d'administration, mais également membre du comité de vérification. Effectivement. Je ne sais pas qui a proposé mon nom.
Je l'ai appris en écoutant les audiences de M. Morneau. J'avais une idée que ça pourrait être lui ou Mme Tremblay, parce que M. Morneau, j'avais été faire une présentation, je pense que c'était à l'ENAP, où c'est lui qui s'occupait de ce forum-là, et il m'avait demandé d'aller faire une présentation sur la relation qui devait exister entre un premier dirigeant et son responsable des technologies de l'information. Il était très content de l'expérience qu'on avait donnée. Ou il pouvait y avoir Mme Tremblay, parce que Mme Tremblay était venue me rencontrer peut-être en 2007-2008 pour échanger, tout particulièrement au niveau des réclamations, parce qu'elle était, je pense, responsable des réclamations à la SAC à l'époque, donc on avait échangé. Vous aviez une relation préalable avec Mme Tremblay lorsque vous étiez à ce moment-là dans le domaine des assurances? J'ai eu cette relation-là. Je la connaissais parce qu'on pouvait se rencontrer dans certaines soirées, mais c'était pas là, c'était plus une relation professionnelle et occasionnelle. En tout état de cause, vous avez donc commencé... Vous avez obtenu vos responsabilités au sein du comité de vérification dès le départ, là, dès votre nomination en 2014. Exactement, et j'ai pris la peine d'appeler mon prédécesseur, celui qui avait occupé le poste de président du comité de vérification, pour savoir s'il y avait de l'information à me transmettre, s'il y avait des inquiétudes ou s'il y avait des suggestions à me faire. Donc, j'ai pris la peine de faire ça. Pourriez-vous nous expliquer brièvement quel est le rôle du comité de vérification? Quelles sont ses responsabilités et ses particularités, le cas échéant? Bon, en fin de compte, le comité d'audit, c'est s'assurer de l'exactitude des états financiers. Donc, c'est un élément important. C'est de s'assurer de suivre, de s'assurer qu'il y a un plan de vérification qui est en place avec tous les projets d'audit qui doivent être faits, des plans normalement là, de 2-3 ans. Recevoir, en fin de compte, les résultats des audits qui ont été faits. Donc, c'est les principales, là, c'est les points majeurs. Si je vous pose la question quant à vos rôles et responsabilités vis-à-vis la direction de la vérification interne, ben, le vérificateur interne relève fonctionnellement du comité de vérification, mais comme le comité n'est pas là à temps plein, administrativement, il relève du premier dirigeant, de la première dirigeante. Donc, si jamais la direction est en mauvaise relation avec le vérificateur interne, puis vous voulez, en fin de compte, le remercier, il n'y a pas le choix de passer par le comité de vérification. Et le comité de vérification, en fin de compte, peut donner, y mettre un veto. Regarde, nous, on est très satisfaits. S'il y a un problème au niveau de votre relation, il faut que vous le régliez ensemble. Mais la responsabilité, c'est vraiment au niveau du comité de vérification. Ça assure une certaine protection, une certaine indépendance à la direction de la vérification. Exactement, parce qu'ils en ont besoin, là. Ils ne sont pas toujours accueillis favorablement dans certains secteurs. Si les gens ont peur qu'ils découvrent des choses qui ne sont pas correctes, là. On reviendra de façon plus particulière là, quant à leur implication dans le projet CASA, mais pour l'instant, donc, quand vous entrez en fonction, puis je vais vous suggérer là, que votre premier, à l'époque, on l'appelait le comité de vérification performance. Exactement. La première rencontre, donc, est le 18 mars 2014. Ça peut, là, je n'ai pas... Début 2014. Ça fait plein de sens. Si mon premier conseil est en février, là, ça devait être probablement pour les états financiers là, en mars. Là. Normalement, les résultats financiers ont été audités par les vérificateurs externes. Et à la SAC, il y avait en fin de compte, deux auditeurs. Il y avait le vérificateur général et aussi une firme indépendante
qui faisait l'audit des états financiers de la SAC et du Fonds d'assurance. Bien, justement, là, si vous nous amenez sur le sujet, là, allons voir, si vous voulez bien, Madame la greffière adjointe, le procès du Conseil vérification, du Comité vérification performance du 18 mars 2014. Et je vais demander qu'on vous montre à l'écran, Est-ce qu'il est monsieur... déjà coté, ben? Non, Alors, on va je le ne coter pense tout- pas. On va le coter tout de suite si c'est pas Sous la pièce 33, P124. Donc, vous arrivez au CA de la SAC en février Février premier CA 2014. février 2014. Exactement. Et tout de suite, vous devenez le président du comité de vérification. Donc, la première rencontre sera le 18 mars 2014. À peu près ça, c'est Du ce qu'on comité, va- oui. comité, c'est ce qu'on va vous montrer à l'instant. Mhm. Donc, on voit, justement, vous le voyez à l'écran, M. Martineau? Oui. Donc, on voit, vous êtes le premier, vous êtes le président du comité. Votre nom apparaît tout en haut. Mhm. On va aller tout de suite au bas de la page. Oups, voilà. Donc, parmi les invités, on voit des représentants du vérificateur général du Québec et de PricewaterhouseCoopers. Exactement. Pourriez-vous nous dire pourquoi ces gens-là sont présents lors de la rencontre? Parce qu'ils représentent, en fin de compte, les deux auditeurs, le vérificateur général et l'auditeur indépendant Pricewaterhouse. Donc, l'auditeur indépendant, quelles sont ses fonctions? Écoutez, il travaille conjointement avec le vérificateur général pour auditer les états financiers. Quel était le processus là, pour le faire? J'imagine qu'ils se partageaient, en fin de compte, le travail, mais les éléments sensibles, parce qu'au niveau d'une société d'assurance, et tout particulièrement le fonds d'assurance, il y a deux éléments sensibles. Il y a un actif de quelques milliards qui sont les placements, et il y a aussi les passifs qui sont les réclamations à payer dans le temps. Donc, ça, c'est des éléments où les deux devaient s'assurer que les montants étaient exacts parce que c'était des montants là, vraiment majeurs. Et on va le voir, là, vous allez être impliqué au sein de la société jusqu'en 2020. PwC, vous allez les voir dans le portrait là, sur quelle période? Écoutez, de mémoire, moi, j'ai les derniers états financiers que j'ai vu auditer, ça doit être en mars 2020 pour les résultats financiers du 31 décembre 2019. Après ça, ceux du 31 décembre 2020, j'étais plus là. Et je pense qu'ils avaient changé d'auditeur indépendant parce qu'ils étaient allés en appel d'offres après un certain nombre d'années et de bonnes règles de gouvernance d'aller en soumission et, dans certains cas, de changer d'auditeur. Là, je ne me souviens pas, Pricewaterhouse, combien d'années ils ont été auditeurs, je ne pourrais pas vous dire. Mais concentrons-nous sur la période au cours duquel vous êtes là. Ce que vous nous dites, c'est qu'au moment de votre départ, en 2020, c'était eux qui avaient signé les derniers états financiers? Du 31 décembre 2019, oui. Parfait. Je reviens à la direction de la vérification interne, puisque le document est devant nous. Pourriez-vous nous dire là, qui est responsable de la direction de la vérification interne au moment de votre entrée en fonction? Madame Abdel Malak. Et elle sera remplacée par qui, Madame? Elle sera remplacée par M. Daniel Pelletier en 2016, si je ne me trompe pas. Mme Malak a pris sa retraite fin 2015, début 2016. Et on a procédé au recrutement d'une nouvelle personne responsable de la vérification interne. Pourriez-vous, de façon générale, nous dire quelles sont vos relations avec, que ce soit Mme Abdel Malak jusqu'en 2016, M. Pelletier par la suite, donc de façon, je ne vais pas dire quotidienne, là, mais comment vous travaillez? Quel est votre mode de fonctionnement avec le responsable de la direction de la vérification interne?
avant chaque réunion du comité de vérification, moi, je rencontrais ou physiquement ou par appel téléphonique la directrice ou le directeur de la vérification interne pour discuter des dossiers qui seraient à l'ordre du jour de la prochaine réunion, demander certaines explications au niveau des dossiers. Donc, c'était la relation que j'avais avec eux autres. Après la réunion, pas tout le temps, ça pouvait arriver si jamais il y avait eu des éléments qui auraient pu, en fin de compte, excusez le terme, mais accrocher. Là, je pouvais les communiquer avec eux autres pour voir un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé, est-ce que le document de présentation était assez détaillé ou des choses semblables. Qui, parmi les membres du conseil d'administration, est appelé à discuter le plus souvent avec la directrice ou le directeur de la vérification interne? Bien, au niveau du conseil d'administration, c'est moi, en tant que président du comité de vérification. Avez-vous souvenir de la composition de l'équipe de la direction de la vérification interne et des personnes qui étaient plus particulièrement là, impliquées dans le projet CASA? Écoutez, si je n'avais pas entendu ou lu les nouvelles, j'aurais pas été capable de vous donner les noms. Là, on me dit que M. Després, M. Lapierre, oui, M. Lapierre était là, mais j'ai pas là, de souvenirs. Je les ai rencontrés, là, mais pas de souvenirs. Là, ça fait au-delà de 10 ans. Là. Je comprends que c'est davantage avec M. Pelletier que vous aviez des interactions. Oui, c'était avec lui. Okay. Et donc, vous dites, avant son témoignage, M. Lapierre, est-ce que vous vous souveniez qu'il y avait quelqu'un qui était plus spécifiquement connaissant dans le domaine des TI ou pas du tout? Là? Oui, il y avait un spécialiste, je ne me souviens plus du terme, le CISA, qui, en fin de compte, a une formation ou qui a suivi une formation pour être capable justement de faire de la vérification au niveau des, pas des systèmes, mais des projets technologiques. Là. Si je vous... bon, on a discuté du comité, en ce moment-là, comité vérification performance. Maintenant, si je vous nomme le comité conjoint. Oui. Ça vous dit quelque chose? Oui. Je comprends que vous avez siégé sur le comité conjoint dès sa création, hein, monsieur? Oui. Martineau? En fin de compte, la création vraiment adoptée par le conseil d'administration, c'est en 2018. Je n'ai pas la date, mais déjà avant, quand Mme Telfer est arrivée, en fin de compte, les gens des TI, puis il avait tout à fait raison. On faisait une présentation au comité des TI, après ça, il faisait une présentation au comité de vérification interne. Donc, elle disait, on est peut-être mieux d'avoir un comité conjoint. Là, au moins, on va limiter les présentations à un seul comité. Et ça va permettre d'être sur la même longueur d'onde, comité de TI, comité de vérification interne, ce qui faisait plein de sens. Mais l'adoption par le conseil d'administration de ce comité conjoint-là s'est fait en 2018. Là. Je ne pourrais pas vous dire à quel conseil là, ça a été accepté, là, mais c'est dans les années 2018. Et vous allez vous partager la présidence de ce comité conjoint à tour de rôle avec la présidente du comité TI. Exactement. Selon la disponibilité ou encore par alternance, c'était soit la présidente du comité des TI ou le président du comité de vérification qui agissait comme président et qui faisait rapport, en fin de compte, au CA. Et est-ce que la participation au comité conjoint va vous donner accès à davantage d'informations sur le projet CASA que les autres membres du CA qui, eux, ne siègent pas sur le comité conjoint? Et le cas échéant, comment? C'est sûr qu'on avait plus de détails, mais je vous dirais que le comité conjoint, c'était presque le CA. Là. C'était 10 personnes sur 14 qui étaient au comité conjoint. Donc,
C'était presque le CA. Quand on arrivait au CA, puis je ne veux pas diminuer du tout la valeur des autres personnes qui étaient au CA, là, mais il y avait toute liberté de poser questions, mais la majorité des gens qui étaient concernés étaient déjà au comité conjoint. Et qui plus est, M. Martineau, si je vous suggère que les personnes qui étaient le plus susceptibles de poser des questions difficiles quant au projet CASA, c'était eux justement qui siégeaient sur le comité conjoint. Exactement. Avez-vous des huis clos lors des comités conjoints? Oui. Que ce soit le comité de vérification interne, que ce soit le comité conjoint, que ce soit le conseil d'administration ou n'importe quel comité, il y avait toujours un huis clos à la fin. Et dites-nous donc là, à quoi ça servait ce huis clos-là? Qui est-ce que vous entendiez et à quoi ça servait? Bon, ça servait, en fin de compte, on avait un huis clos avec la présidente chef de direction en premier. Après ça, on lui demandait, est-ce qu'il y a des informations que tu nous as pas données parce que les autres membres de la direction, que ce soit le responsable des TI ou le responsable des finances, est-ce que l'information supplémentaire que tu aimerais nous donner? Après ça, avec le directeur de la vérification interne, la même chose. Est-ce que tu as de l'information supplémentaire que tu veux nous présenter? Est-ce que tu as de la pression? Ça, c'est un élément aussi qu'on pouvait demander. Est-ce que tu as de la pression par, en fin de compte, la direction dans l'information que tu nous présentes? Et une fois ce huis clos terminé avec le responsable de la vérification interne, on avait un huis clos, uniquement les membres du comité conjoint, sans la DG, pour discuter, est-ce que c'est quoi votre opinion? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont frappé plus que d'autres? Donc, c'était une discussion sans... Du fait que la DG n'était pas là, bien, ça permettait aux gens, s'il y avait des éléments qui n'osaient pas, en fin de compte, parler devant la DG, bien là, ils pouvaient en parler. Et diriez-vous, est-ce que M. Pelletier ou Mme Abdelmalak, préalablement, est-ce qu'ils allaient plus loin lors du huis clos? Est-ce qu'ils vous donnaient davantage d'informations? Là, je vous pose la question de façon générale. Bien, écoutez, c'est peut-être arrivé, là. Encore une fois, je n'ai pas de souvenirs bien précis. Mais oui, ils pouvaient nous donner, en fin de compte, des informations. Mais nous, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'il n'y avait pas de pression pour les empêcher de dire ce qu'ils avaient à dire. De façon générale, encore une fois, Monsieur Martineau, quel est votre niveau de compréhension quant aux informations sur le projet CASA qui vous sont présentées? Bien, écoutez, quand je suis arrivé, en fin de compte, moi, j'avais fait 3 observations par rapport à l'organisation. Première observation, c'est qu'il y avait une équipe de direction extrêmement bien rodée, qui connaissait bien son affaire, qui semblait avoir du plaisir à travailler ensemble, qui était extrêmement performant. Les résultats de la SAC étaient extraordinaires. Taux de satisfaction de la clientèle qui dépassait la moyenne de ce qu'on voit dans l'industrie, que ce soit privé ou public. Mobilisation des employés à un niveau plus élevé, encore une fois, que les moyennes qu'on peut voir dans les autres sociétés. Là, vous êtes en 2014, vous êtes au début. Oui, et en fin de compte, des résultats financiers aussi extraordinaires. Il faut penser que la SAC a donné des congés de primes pour environ 1,5 milliard. On avait réussi parce qu'on commençait à en parler à mettre en place un ratio de capitalisation supérieur à 100 100 étant le capital pour couvrir, en fin de compte, les indemnisations, pour justement être capable de faire face à des mauvaises années. Donc, au niveau de la gestion, c'était vraiment
très, très bien. Deuxième observation, c'est que quand on m'a fait visiter la SAC, on m'a emmené dans un secteur et, comme je le disais tantôt, on avait eu des discussions avec la SAC. Je me suis rendu compte, ça a confirmé l'opinion que j'avais sur la désuétude des systèmes technologiques. Vraiment, là, excusez le terme, mais il était un petit peu à l'âge de pierre. Pour ceux qui ont mon âge, là, souvenez-vous, les écrans là, avec des écritures vertes, là, ça m'avait, en fin de compte, un petit peu abasourdi. Et la troisième, c'était la qualité de la vérification interne. J'avais eu l'occasion de rencontrer Mme Malak. Elle m'avait, en fin de compte, informé de tout, de la façon qu'elle fonctionnait, les dossiers qu'elle avait réglés. Donc, ça, c'est les trois observations que j'ai fait en arrivant. Et maintenant, pour la désuétude, le rôle principal d'un conseil d'administration, c'est d'assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, on peut penser que les systèmes technologiques est un élément crucial pour assurer la pérennité. Si vous avez des systèmes qui, à un moment donné, arrêtent de fonctionner, le service n'est plus donné. Donc, ça met, en fin de compte, en péril la société. Pour s'assurer, justement, que la direction travaille pour la pérennité de l'entreprise, naturellement, on regarde, est-ce qu'il y a une planification stratégique qui établit, en fin de compte, où on va aller dans les prochaines années? C'est quoi les projets qu'on veut mettre en place pour, justement, réaliser cette planification stratégique? Un suivi sur les résultats, la bonne gouvernance, est-ce qu'on suit les règlements, l'éthique? Donc, tous les éléments là, que le conseil d'administration, sur lequel un conseil d'administration a travaillé. Maintenant, on n'a pas à travailler sur la gestion de l'entreprise. Ça, c'est la fonction de la direction, du comité de direction. Nous, c'est plus un rôle de surveillance, s'assurer qu'on rencontre les objectifs qu'on s'est fixés. Et naturellement, dans le plan stratégique, moi, quand je suis arrivé, le projet de modification des systèmes technologiques était inscrit à la planification stratégique. Les discussions avaient commencé. Est-ce qu'on y va, en fin de compte, à l'interne? Est-ce qu'on y va avec un PGI? Donc, pour moi, ça indiquait que la société était très bien gérée, savait où elle s'en allait, puis travaillait justement à cette pérennité de l'organisation. Mais là, moi, je vous posais la question, je vais m'y prendre autrement. Allez-y. L'information qui vous est donnée, Oui. que ce soit au comité conjoint ou au conseil d'administration sur le projet CASA. Oui. Donc, qui vous fait les présentations? Qui vous donne l'information sur l'évolution du projet CASA de 2014 à 2020? Bien, 2014, c'est pas en place. Je dirais à partir du moment où le contrat a été signé. Le suivi, c'est en 2017, si je ne me trompe pas. Le suivi sur le dossier était fait du côté technologique par M. Carl Malenfant, du côté finance, parce qu'il y avait toute la question des bénéfices qu'on pouvait aller chercher, tout ça. Donc, le côté finance était fait par le responsable des finances, M. Yves Frenette. C'était et Mme Tremblay aussi, là, qui donnait certaines informations, tout particulièrement dans certains cas par rapport au contact qu'elle pouvait avoir avec les autorités gouvernementales là, pour les informer du dossier. Et si donc, débutons la période en 2017, comme vous êtes au moment de la signature du contrat, M. Malenfant vous donne des mises à jour du projet CASA, plus particulièrement, comme vous dites, sur le volet TI. Mm-hmm. Donc, si je prends la période 2017 jusqu'à 2020, Oui. Est-ce que vous êtes en mesure de suivre l'évolution du projet CASA et de bien comprendre ce que M. Malenfant vous véhicule comme constat, comme information?
Et surtout, est-ce qu'il y a une évolution quant à votre degré de compréhension au cours de cette période? Oui, je diviserais ça en 3 phases. D'accord. 2018, 2019, 2020. 2018, c'est la phase 1 qui est, en fin de compte, les systèmes comptables, back-office, puis tout ça. On reçoit l'information, le dossier va bien. On rencontre, en fin de compte, les échéances et la mise en place est faite selon la date prévue. Il reste quelques petits bugs. Il reste de l'information qui devra venir en fin de compte, des travaux de la phase 2, mais ça va relativement bien. En fin de compte, les rapports sont positifs jusqu'à la fin de 2018, début 2009. 2019. 19, excusez-moi. Oui. Maintenant, on a une autre garantie parce que les auditeurs sortent, en fin de compte, les états financiers au 31 décembre 2019 à partir des systèmes SAP et, en fin de compte, ils n'ont pas eu de problème majeur. En tout cas, s'ils en ont eu, ils ne l'ont pas dit, mais je ne penserais pas qu'ils en ont eu parce que dès le mois de mars, les états financiers étaient, en fin de compte, prêts selon les délais requis. Et il n'y a aucune recommandation qui vient des auditeurs, que ce soit le VG ou que ce soit Pricewaterhouse, pour dire, écoutez, là, il semble avoir un système qui fonctionne pas bien, on a eu des problèmes à faire nos audits, puis tout ça. Donc, ça, c'est la première année relativement bien. Deuxième année, au début de 2019, on commence à nous dire que on va peut-être être obligé de rajouter des heures. Là, enfin, puis le vérificateur interne nous amène certains éléments sur lesquels il y a de l'inquiétude. Si vous regardez justement le PV du comité conjoint du 20 février 2019, là, il est dit « Les membres ont exprimé leurs préoccupations en lien avec les coûts, les RH et l'échéancier du projet. » Donc déjà, on a une certaine inquiétude. On va au comité conjoint suivant, 19 mars 2019. Le responsable des TI et le responsable des finances viennent nous rencontrer, nous dressent un état de la situation et ils nous indiquent que suite à une rencontre de la Société de l'Alliance, il est déterminé que 800 000 heures supplémentaires étaient nécessaires par rapport à la proposition initiale. Et peut-être, M. Martineau, je vais vous arrêter parce que là, vous avez fait visiblement, vous avez fait vos devoirs. Là. J'ai essayé de... Sinon, je vous aurais dit, je m'en souviens pas. Bon, mais peut-être qu'on peut... C'est ça que ça sert des PV. On va, si vous voulez bien, je pense qu'il est disponible. Le témoin faisait référence au PV du comité conjoint du 19 mars 2019. Oui. Il était déjà coté, Oui. ça, Il a déjà été coté sous 19 P36. Voulez-vous l'afficher à l'écran? Là? Si c'est utile. C'est toujours un peu plus long là, quand on doit aller chercher des anciens PV. Vous voyez, la technologie, hein, c'est pas toujours... C'était 19P36, c'était c'est ça, ce que vous disiez, 19 mars 2019. Mm-hmm. Voilà, et on va descendre plus bas. De mémoire, c'est sur le haut d'une page, peut-être le haut de la page 3. Oups, C'est ici. ça. Et voilà, ce que vous disiez. Là. C'est exactement. Donc, c'est sûr. Mais d'une manière ou d'une autre, la phase 2, on savait très bien que les grands défis étaient là.
Moi, j'avais demandé dans Quand vous dites « vous saviez », là, vous faites référence les à qui? membres une bonne partie des membres du comité conjoint, là, surtout ceux qui étaient spécialisés au niveau des TI ou qui avaient vécu des expériences avec les TI, on savait que la phase 2 était la phase critique. C'était la phase la plus difficile à réaliser parce qu'on avait beau avoir un PGI, ce qui se faisait ou ce qui existait à la SAC n'existait pas ailleurs. Moi, j'avais posé la question à la PDG pendant qu'on discutait, là, à savoir, on va-tu un PGI, les négociations. J'avais posé la question en disant, Nathalie, est-ce qu'il existe ailleurs, en fin de compte, une société qui, en même temps, s'occupe de l'assurance, mais aussi émet les plaques, les permis, et on m'avait répondu, puis je savais qu'au Canada, ça n'existait pas. Je savais qu'il y avait des sociétés publiques d'assurance, que ce soit en Colombie-Britannique, Manitoba, Saskatchewan, mais la compagnie ne faisait que l'assurance. Ils avaient regardé autour du monde, on a même parlé, je pense, de l'Australie, et ça n'existait pas. Et donc, même pour l'Alliance, là, eux autres aussi, là, des systèmes comptables, première phase, je ne sais pas combien ils en ont implanté. C'était pas la plus grande difficulté du siècle. Mais la deuxième phase, par exemple, ça, eux autres non plus n'avaient pas connu ça. C'était, pour eux autres aussi, c'était nouveau. Donc, bon, là, ça augmente de 800 000 heures supplémentaires. Bon, tu te dis, ouais, les processus n'ont peut-être pas été, en fin de compte, décrits comme il aurait dû être. L'Alliance rencontre des difficultés. Donc, oui, on a fait un saut, là, mais c'était pas une grande là, surprise. La question était, ça va-tu se limiter à ça? Est-ce qu'en fin de compte, ils ont réussi vraiment à englober là, tous les processus? Donc, moi, 2018, mon niveau de confiance entre deux acteurs principaux là-dedans, c'est M. Pelletier du côté de la vérification interne, M. Malenfant du côté, en fin de compte, des TI, là, le poids de ma confiance est égal entre les deux personnes. Je vous arrête ici, M. Martineau, oui. puis on revient, on doit absolument revenir là-dessus, mais oui. Vous dites en 2018, j'accorde autant d'importance à votre confiance est la même entre M. Martineau et Monsieur Martineau, Pelletier. M. Pelletier et M. Oui. Malenfant. Oui. Maintenant, quand même, j'aimerais savoir, en 2018, est-ce que M. Pelletier, lui, partage l'optimisme du reste de l'équipe? Qu'en est-il, lui, de son évaluation des risques en 2018 du projet CASA? Il y a certaines inquiétudes. C'est sûr, là, eux autres, l'équipe de vérification interne, 2 ou 3 personnes, travaillent presque à temps plein au niveau du projet. Il nous fait part de certaines inquiétudes au niveau des bénéfices qui ont été calculés, au niveau des coûts, au niveau, en fin de compte, des problématiques qui peuvent survenir, mais qui ne sont pas toujours présentées au comité conjoint. Donc, au niveau des bénéfices, c'est sûr qu'il y avait des bénéfices dollars, monétaires, mais le plus grand bénéfice, c'est remplacer le système. Donc, il faut les remplacer, là, on n'a pas le choix. Donc, il nous fait part de ses appréhensions. Oui, j'ai de l'écoute. De l'autre côté, celui qui est au TI, il nous fait part de la progression. Puis, ses rapports, c'était des beaux rapports, là, et
En fin de compte, au niveau des technologies de l'information, on fait des beaux rapports. On est spécialisé là-dessus. Donc, Il était comment, M. Malenfant, quand il s'exprimait? Donc, très à l'aise. Très à l'aise. Quelqu'un qui a confiance en lui. Il n'hésite pas. Il répond aux questions. De ce côté-là, aucune problématique. Donc là, vous dites, on est en 2018. Moi, j'accorde autant de confiance à l'un et à l'autre. J'ai M. Pelletier d'un côté qui me dit, ben, il y a des risques au niveau des bénéfices, etc. Vous avez M. Malenfant qui, lui, vous fait part des progrès dans le dossier. Oui. Là, comment ça va suivre là, cette confiance entre les deux acteurs? Là, vous voyez, 2019, on monte à 800 000 heures supplémentaires. Donc, même si on pouvait s'attendre à des dépassements, on a une certaine surprise. Là. Ça ne nous assomme pas, mais on a une certaine surprise. Surtout que ça n'a pas été fait sur un coin de table. Là. Non. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement un dialogue compétitif dans lequel la société pouvait revenir, s'assurer que les fournisseurs de services aient bien compris le besoin. Vous étiez là même au début, là, sur le plan de pérennité, etc. Alors, à 800 000, comme vous dites... Et comme je vous disais tantôt, une certaine surprise. Au niveau des permis, licences, il y a beaucoup d'exceptions, il y a beaucoup de transactions. Les gens qui ont, en fin de compte, qui ont travaillé à la définition des processus, il n'y a pas d'expérience là-dedans. Là. Pour eux autres, c'était le premier gros projet technologique. Donc, malgré le bonne volonté, on pouvait concevoir qu'il en avait oublié des bouts. Et on sait très bien que quand il y a des soumissions pour des projets technologiques, les fournisseurs aiguisent le crayon. Ils veulent tous l'avoir. Un dossier de cette envergure-là, 400-500 millions, là, tout le monde veut l'avoir. Ils aiguisent le crayon, mais ils savent très bien, eux autres aussi, ils ont de l'expérience. Ils savent que les processus, à un moment donné, ils peuvent, en fin de compte, se rendre compte qu'ils n'ont pas été établis tout à fait clairement, qu'il peut en arriver qui ont été oubliés. Donc, c'est là qu'ils vont chercher. Là, ils n'ont plus besoin d'aiguiser le crayon. Là. C'est, en fin de compte, la facturation globale. Quand vous dites aiguiser le crayon, là, vous faites référence à baisser le nombre d'heures, baisser le montant, baisser le montant de la soumission? Pas de baisser le nombre d'heures, mais d'y aller là, selon les processus, avec peut-être moins d'experts prévus, des choses semblables, là, mais on sait ce que c'est. Là. Vous faites construire une maison, vous avez un plan, le contracteur, il va soumissionner, en fin de compte, en fonction du plan. Mais demandez-lui de changer une porte. Il va vous la changer, mais il va dire c'est 800 pièces. Demandez-lui de tasser un mur d'un pied. On va vous le changer, là. Même si on a l'impression que ça ne donne pas plus d'ouvrage. Oui, je vais le changer, le mur, mais voici, ça coûte 3500 pièces. C'est un peu ça là, que j'essaie de dire en disant, ben on aiguise le crayon. Là. On essaie, en fin de compte, de gagner la soumission, comme le contracteur essaie de gagner la soumission. Donc, c'est ça. Vous étiez en train de nous faire part là, de l'évolution de votre niveau de confiance relativement aux deux acteurs auprès de qui vous avez des discussions, c'est-à-dire M. Malenfant et M. Pelletier. Oui, bien écoutez, moi, d'un côté, j'ai, en fin de compte, les rapports que le directeur de la vérification interne fait, qui, en fin de compte, concordent pas toujours avec les rapports que M. Malenfant nous fait. Donc, là, à un moment donné, puis là, on voit que, on a dit la livraison de L2, ça va être difficile.
À un moment donné, on va peut-être aller chercher, s'approprier de sommes qui étaient prévues à L3 pour amener à L2. Parce qu'on nous disait qu'il y avait eu une légère économie au niveau de L1, bon, on va l'approprier pour l'amener à L2. Donc, là, je commençais un petit peu, puis ça avait beau avoir des beaux rapports, là. Puis d'avoir des lumières vertes, mais on se rendait compte une couple de mois après que la lumière aurait peut-être dû être jaune ou rouge. Qui fait des beaux rapports et des lumières? C'est principalement, en fin de compte, le secteur des technologies de l'information. Dirigé par M. Malenfant. Exactement. Et moi, M. Malenfant, quand je suis arrivé, là, je ne le connaissais pas, je ne savais pas d'où il venait, là. Ça a été un peu plus tard que j'ai appris qu'il avait travaillé à Hydro-Québec, là, mais jusque-là, je n'étais pas au courant. Là. Il était déjà au service de la société. Mais avez-vous fait des liens? Avez-vous fait des déductions? Quand vous avez appris qu'il avait travaillé pour Hydro-Québec? Quand on me dit qu'il avait travaillé à Hydro-Québec, qu'il avait travaillé sur un PGI, le PGI était SAP. Du côté du vérificateur, bon, on me disait, dans la soumission, tout le monde penchait pour SAP. J'ai fait le lien. On est allé le chercher, en fin de compte, parce qu'il y avait de l'expérience en PGI et plus particulièrement PGI SAP. Donc, mais ça n'indiquait pas là, qu'il n'était pas, en fin de compte, la personne idéale là, pour mettre en place un PGI SAP. Là, SAP, c'est pas la dernière compagnie. C'est une très, très grosse compagnie. Comrac est une grosse compagnie avec beaucoup de clientèle. Donc, mais des fois, un petit doute qui s'installe. Puis, en fin de compte, les rapports que me faisait le directeur de la vérification interne, M. Pelletier, bon, il y a des éléments qui m'apportaient. Là. À un moment donné, ils m'ont présenté, en fin de compte, les liens qui existaient entre tous ceux qui avaient travaillé au niveau de la soumission ou encore travaillé au niveau d'aider au niveau de l'identification des processus. C'était tous des gens qui étaient reliés d'une façon ou d'une autre à M. Malenfant. Mais pour moi, regardez, pour employer un terme religieux, pour les plus jeunes ne sauront pas ce que c'est, mais peut-être que M. Galland le sait, pour moi, c'est un péché véniel. On sait très bien que quelqu'un qui est en charge des technologies de l'information, il s'en va, en fin de compte, dans un PGI, il aime bien avoir des gens qui peuvent avoir de l'expérience, qu'il connaît, qui sait, en fin de compte, qui connaît les performances. En ce sens-là, c'est un péché véniel. Où ça peut devenir mortel, c'est quand on dit, bon, ben, peut-être que les règles ont été faites pour l'avoir, mais là, on nous avait apporté, en fin de compte, une confirmation que les règles n'avaient pas été contournées. Dans le cas d'une personne, là, les autres, je peux pas le dire. Donc, qui vous avait apporté cette confirmation? Je pense que le responsable au niveau des ressources matérielles, c'était M. Frenette, donc quelqu'un de son équipe là, qui avait fait une analyse puis qui disait que c'était pas, en fin de compte, non conforme. Donc, c'est pour ça que d'aller voir, oui, là, je voyais très bien qu'il y avait des relations, mais l'élément principal, c'est est-ce qu'ils ont la compétence? Ça, je ne pouvais pas en juger. Puis c'était, en fin de compte, M. Malenfant qui était le plus habilité à savoir est-ce que ces gens-là ont la compétence ou pas. Si on a la compétence, ça va nous aider, en fin de compte, à mieux réussir le projet, à aller peut-être un peu plus vite, à contourner des difficultés qu'ils ont pu rencontrer dans des projets antérieurs. Donc, mais on avait peut-être beaucoup d'autres gens compétents. Il peut en avoir, effectivement. Mais comme je vous dis, les gens aiment bien travailler avec ceux qui connaissent, qui, en fin de compte, avec qui ils sont à l'aise. Et
comme je vous dis, ça peut être profitable en autant qu'ils aient les compétences et non pas parce que c'est des chums, puis j'engage des chums. D'ailleurs, il y a une des personnes là-dedans, celle qu'on voyait le plus souvent, Mme Busque, parce qu'elle venait faire des présentations avec M. Malenfant. Elle ne doit pas être si pire que ça. C'est elle maintenant qui est en charge des TI. Ça fait que si elle avait été incompétente, j'ose imaginer qu'on aurait pris action. Là. Mais je vous ramène, M. Martineau, parce que là, on a ouvert un autre sujet de discussion concernant les appels d'offres visant des personnes qui avaient des liens avec M. Malenfant. Mais si je reviens donc, on discutait de la balance, de la confiance que vous aviez entre M. Malenfant et M. Pelletier. Est-ce que je dois comprendre de votre témoignage que plus les mois, les années passaient, 2018, 2019, 2020, cette balance de la confiance a pesé en faveur de l'une de ces deux personnes, le cas échéant, quelle personne? C'est sûr que, sans dire que j'avais perdu confiance à M. Malenfant, là, les points que Daniel apportait se révélaient pas mal souvent corrects. Là. Quand on voyait les rapports suivants, un peu ce qu'il nous avait dit se matérialisait. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fin de compte, j'étais très attentif à ce que M. Pelletier pouvait nous dire. Avant d'en venir à des discussions plus particulières avec M. Pelletier, M. Martineau, comment étaient les relations entre la DVIEP et le département des TI ou de façon plus générale, là, la direction de la société? Avec ce que vous avez observé, vous, et vous aviez quand même un point de vue privilégié comme président du comité d'Audi, là? Oui, mais au niveau des TI, quelquefois, M. Pelletier nous disait j'ai de la misère un petit peu à avoir de l'information. La coopération n'est pas toujours à son maximum. Mais ça, c'est au niveau des TI. Avec la direction, j'imagine que vous parlez de Mme Tremblay ou l'ensemble. Avec Mme Tremblay, je pense que Mme Tremblay connaissait très bien la valeur qu'un vérificateur interne pouvait apporter. Pour elle, même si dans certains cas, il semble qu'elle lui faisait enlever un paragraphe ou une phrase ou des choses semblables, elle était bien contente d'avoir l'information. Pour elle, c'était, jusqu'à un certain point, une protection, là. Donc, oui, elle pouvait faire modifier des choses, mais oui, elle avait une écoute attentive, là, avec ce que M. Pelletier pouvait lui apporter. D'ailleurs, si on regarde le fil des événements, à un moment donné, on arrive en fin de compte en 2020 et on voit que Mme Tremblay là, est inquiète. Si je regarde en fin de compte le PV du CA du 23 avril 2020, Mme Tremblay... Là, attendez-nous encore un instant pour le bénéfice de tous. On va, je pense que ça, vous l'avez, Mme la greffière adjointe, le PV du CA du 23 avril 2020, numéro 438, 439. Sous 33 pays 125. Merci. Est-ce que vous faisiez référence à quelque chose en particulier, M. M. Martineau? Si vous allez, en fin de compte, la présidente, Mme Tremblay, nous avait souligné la mise en place d'une équipe dédiée avec comme mandat d'étudier et de documenter 2 scénarios. Là, on commençait à... la date de livraison, là, si je ne me trompe pas, c'était prévu fin 2020. La livraison 2, là,
on voyait très, très bien que c'était impossible à atteindre. Donc, Mme Tremblay là, nous a fait part qu'elle elle avait mis en place une équipe dédiée avec comme mandat d'étudier et documenter 2 scénarios. Donc, on voit bien qu'elle aussi là, a vit de l'inquiétude. Le premier, c'est poursuivre le projet avec un nouveau plan, c'est-à-dire conserver la portée de L2, donc les mêmes éléments qui devaient être inclus dans L2, mais avec un nouvel échéancier. Donc là, elle se rend bien compte là, que la fin de 2020, c'est impossible à atteindre. Deuxième scénario, c'est poursuivre le projet, mais avec une pause stratégique, en planifiant une remise à un moment prédéterminé. Ça veut dire on arrête, puis quand on pense qu'on est prêt à partir, on repart. Mais Si je peux me permettre, Monsieur le Commissaire, c'est la page 8 du procès-verbal, parce que Monsieur lit une section, là, c'est la page 8. Page 8, Oui. merci, Mme Gagnon. j'ai fait mon résumé. Regardez, vous l'avez là, une solution. OK. La PCD souligne la mise en place d'une équipe dédiée qui a comme mandat d'étudier et documenter 2 scénarios, là, ce que je viens de vous dire. Il faut dire qu'aussi, en même temps, il y avait la pandémie là, qui est arrivée au début de 2020. Ça aussi, c'est un élément qui pouvait rentrer en ligne de compte. Bon, mais je vous arrête un instant Oui. ici, M. Martineau, là, parce que là, ce qu'on a devant les yeux, c'est une rencontre du conseil d'administration. Exactement. Est-ce que, d'abord, l'équipe dédiée, on comprend que c'est une équipe interne à la société? Oui, peut-être avec quelqu'un de l'externe. Là, je ne peux pas vous dire. Là. Elle n'avait pas précisé là, qui ferait partie de l'équipe dédiée. Là. Parfait. Et je comprends que, est-ce que c'est éventuellement pour décision par le conseil d'administration? Oui. Et Ben, quel- là, il n'y a pas de décision. Là. Non. Elle informe que, en fin de compte, il y a 2 scénarios qui vont être analysés. Poursuivre le projet avec un nouveau plan, mais avec un nouvel échéancier, ou bien arrêter temporairement le projet. Bon, mais là, justement, là, c'est ce qui n'est pas tout à fait clair dans mon esprit. Le point 2, on suggère de poursuivre le projet avec une pause stratégique en planifiant une reprise à un moment prédéterminé. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Puis qu'est-ce qui advient dans le scénario numéro 2? Qu'est-ce qui advient de la livraison 2? Puis, écoutez, on peut le définir de bien des façons. Une pause stratégique, c'est d'arrêter en fonction des problématiques qu'on a, en fonction de la COVID, en planifiant une reprise à un moment prédéterminé. Bien là, c'est l'équipe dédiée qui va être capable de donner, en fin de compte, cette date-là. Bon, peut-être qu'on va à ce moment-ci se diriger vers le procès-verbal du 13 juillet 2020. Oui, Qui est déjà coté sous 23 P48. parfait. Donc, Madame la greffière adjointe, vous devriez l'avoir dans le fichier. C'est à la page 4, le point 5. Donc, peut-être que pendant qu'on y va, M. Martineau, Oui. je compléterai là. Donc, essentiellement, votre propos, c'est à l'effet que, de la part de Mme Tremblay elle-même, vous comprenez qu'il y a eu une réflexion, une certaine remise en question quant au projet CASA en 2020. Une remise en question sur, en fin de compte, le projet, les délais pour la livraison. Elle voyait très bien là, que on ne pouvait plus là, atteindre la date qui avait été prévue au départ.
Donc, pour moi, ce que ça me disait, c'est que la présidente cheminait, là, même si M. Pelletier, en fin de compte, parlait d'éléments qui pouvaient être retirés pour le CA. Encore une fois, là, les éléments retirés pour le projet verbal du CA, je vous rappelle, 10 sur 14, ils les ont déjà, là. C'est pas... Si vous voulez, Madame la greffière adjointe, s'il vous plaît, descendre un peu plus bas. Donc, c'est le point 5 à la page 4. Non, je pense pas que vous ayez le bon. Ah oui, parfait. Donc, qu'est-ce qui va venir, M. Martineau, là, de cette... on fait état en avril 2020 d'une mise en place de d'une équipe et pour évaluer 2 scénarios. Qu'est-ce qui advient là, de cette réflexion-là? Bien, là, on est au PV, là, j'ai pas vu le début, c'est... 13 juillet 2020. 13 juillet, bien, en fin de compte, on nous confirme que le projet va continuer, mais il y a une planification qui a été révisée et qu'à la suite des différentes analyses, le projet confirme la date de déploiement révisée au 31 décembre 2022. Donc, on vient de dire on se donne 2 ans supplémentaires pour réaliser ce qu'on a à faire. On a fait état là, des conversations que vous avez avec M. Pelletier, des risques qu'il vous mentionne quant au projet. Est-ce que vous allez le conseiller, M. Pelletier? Comment vous allez le conseiller ou qu'est-ce que vous allez lui dire relativement là, à ces craintes ou à ces risques? Moi, M. Pelletier, ce que je lui disais, c'est regarde, tout ce que tu fais vient aider, en fin de compte, la présidente. Je le sais que ça peut être difficile, mais ça, c'est un exemple, justement, qui démontrait que ce qu'il apportait pouvait faire cheminer la présidente. Donc, je disais, lâche pas. Tu es, en fin de compte, le garant pour le conseil d'administration par rapport aux responsables des TI. Donc, lâche pas. Mais ce que je lui ai dit, documente ton dossier. Si vous voulez Parce bien... que moi, j'avais une crainte. Si les gens de la vérification interne décident demain matin qu'ils en ont assez, là, eux autres, là, ils quittent, là, on va vous dire, ne plus, là, excusez le terme, là, de chien de garde. Là. On est à ce point-là. C'est une crainte que vous avez? C'est une crainte que je pouvais avoir. Là, quand j'entendais qu'il y avait de la misère à avoir, en fin de compte, soit de l'information ou que dans certaines réunions, ou bien il n'avait pas été invité, ou bien on ne lui donnait pas, en fin de compte, l'information désirée. À un moment donné, c'est un risque. Là. En plus du risque du projet, il y a le risque de perdre, en fin de compte, les gens du côté de la vérification interne. Parce qu'en vérification interne, là, dire une affaire, mettez votre CV à quelque part, puis tout de suite, vous allez avoir des appels. C'est pas la place là, qui est la plus courue à l'intérieur d'une organisation. Je vous demanderai une pause dans quelques minutes, Monsieur le commissaire. Peut-être juste prendre un pas de recul, traiter brièvement d'un sujet. J'aimerais revenir à la conclusion du contrat. Vous avez fait référence à la conclusion du contrat tout à l'heure en 2017. Oui. Est-ce qu'il vous est présenté aux membres du conseil d'administration, le contrat, Le résultat, en fin de compte, le résultat des discussions et le choix en fin de compte, de l'alliance, là, SAP et IBM. Qu'est-ce que vous retenez là, comme de façon générale là, quant au contexte lorsqu'on vous présente ça? Quels sont les principaux messages qu'on vous donne aux membres du conseil d'administration quant à la conclusion du contrat? Bien, écoutez, tout le long de la négociation, au moment où, en fin de compte, on a dit on va aller avec un PGI, plusieurs membres du conseil avaient en tête un projet qui s'était fait du côté du fédéral, le beau projet Phoenix. Puis on ne voulait pas, en fin de compte, revivre cette problématique-là. Donc,
On avait mis en place un processus là, de gouvernance qui pouvait nous rassurer. On avait un bureau de comptables, des auditeurs qui, eux autres, s'assuraient que le processus était fait selon les normes. C'était ma lettre. Quand le contrat a été prêt, on a demandé, si je ne me trompe pas, là, à une firme de conseillers juridiques de faire l'analyse, en fin de compte, du contrat, des clauses qu'il y avait. On nous disait que le contrat, en fin de compte, était à coût fixe, mais avec responsabilité partagée. Encore une fois, à coût fixe, si tout a été bien présenté, il n'y a rien qui a manqué, oui, ça peut arriver, mais si, en fin de compte, je reviens toujours au processus, ils ont été mal définis, ils n'ont pas tous été pris en considération, bien là, il y avait une responsabilité. Oui, mais là, M. Martineau, au moment où on vous présente le contrat, les responsables de la société ne vous disent pas, bien, voici le contrat, c'est à coût fixe, mais on n'est pas certain d'avoir bien défini nos processus, donc ça pourrait dépasser. Ce n'est pas ce qu'on vous dit. Non, on dit, en fin de compte, que normalement, on ne dit pas que les processus n'ont pas été faits. On dit qu'on les a bien faits. Ça devrait être au maximum 450 millions, si je ne me trompe pas, comme chiffre. Mais ceux qui connaissent la vie des technologies de l'information se disent oui, c'est vrai que c'est un coût maximal, mais faites abstraction de vos doutes là, ou vos propres réflexions. Là. Ce qu'on vous présente à ce moment-là, c'est ça devrait être 458. Ça devrait ou on dit ça va être 458, puis c'est capé en bon français à 458. Ça devrait être 458, ça ne devrait pas dépasser ce chiffre-là. C'est ce qu'on vous dit, c'est la manière qu'on présente ça. À ce moment-là, oui. Okay. Et nommez-nous les conseillers externes qui sont présents lors de la formation du contrat. Donc, vous avez fait référence à certains professionnels? Il y a Mallette qui s'est occupé là, de s'assurer que le processus avait été fait en règle, selon les règles de l'art et tout ça. Et comme je vous dis, de mémoire, je n'ai pas retrouvé de traces, mais il y a des conseillers juridiques externes qui avaient, en fin de compte, analysé les clauses du contrat pour s'assurer que c'était bien monté. Donc, qu'il n'y avait pas de problème au niveau des clauses. Juridiquement, il n'y avait pas de problème. Alors, monsieur le commissaire, je vous demanderai la pause de l'après-midi, s'il vous plaît. Parfait. Donc, je suis de retour à 15h30, à la pause d'après-midi. 15 minutes.